ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 3 profils types des meilleurs investisseurs. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais dans la continuité de l'épisode précédent parce que justement, l'épisode précédent, je vous avais partagé les 3 profils types des pires investisseurs et je me suis dit à la fin du dernier épisode qu'il serait logique que je vous fasse également un épisode sur les meilleurs investisseurs. Quels sont les profils types qui se démarquent? Alors, comment moi j'ai réussi, on va dire, à le faire, c'est déjà en faisant un peu une observation, notamment sur toutes les personnes que j'ai pu interviewer, également les personnes que j'ai pu observer dans notre entourage. Comment est-ce que je vois les choses par rapport à qui a réussi à faire les meilleurs investissements? Alors, on va voir ensemble. C'est un peu plus compliqué, je trouve, à faire cette deuxième partie, même si clairement, il y a un métier qui se dégage et qui est surreprésenté dans les investisseurs que j'ai interviewés. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Le premier profil type des meilleurs investisseurs, ce sont les militaires. Alors, je ne sais pas si vous aviez capté, mais parmi je ne sais pas combien des personnes j'ai déjà interviewées, mais je dirais qu'il y a bien 15 ou 20% de militaires. Ou allez, j'exagère, peut-être 10%. Mais en gros, ce que faut que vous compreniez, c'est qu'ils sont absolument surreprésentés par rapport à la réalité dans la population. Et pourquoi c'est comme ça? C'est que, en effet, quand tu es militaire, souvent, tu es nourri et logé dans la caserne ou dans le système. En plus de ça, tu sais que ta retraite, elle va être dans pas trop longtemps. Donc, la logique fait que tu as tendance à te dire je vais préparer ma suite parce que je sais que ma carrière, elle va pas être méga longue. Donc, je me prépare et comme je n'ai pas de logement et que je peux pas acheter de résidence principale, je vais forcément me mettre à faire autre chose en attendant et donc du locatif. Et c'est vrai, j'observe vraiment que les militaires sont plutôt bons investisseurs parce que comme ils n'achètent pas leur RP au final, c'est ce qui les sauve et donc ils font du locatif. Ils se rendent bien compte que c'est génial et beaucoup plus puissant que d'avoir acheté sa RP et ça prépare la retraite et donc en fait, voilà, voilà, c'est fait comme ça, c'est juste un fait. Après si vous êtes un militaire qui n'avait jamais investi, là, posez-vous des questions, c'est que c'est pas bon. Voilà pour la partie, métier type que j'ai observé qui étaient plutôt bons investisseurs. Ensuite, il y a des grands absents et je le précise parce que non, je ne mentionnerai pas, les, personnes qui sont dans le bâtiment. Parce qu'en général, malheureusement, les personnes qui sont dans le bâtiment, qui travaillent dans le bâtiment plus ou moins, voilà, souvent elles je sais pas, c'est comme le cordonnier mal chaussé, quoi. Tu vois? Je trouve qu'il y en a beaucoup quand même qui utilisent pas l'or qu'ils ont entre les mains, quoi. C'est dommage. Elles osent peut-être pas lever de la dette, c'est pas dans leur culture, donc en fait, elles vont plutôt, peut-être, souvent en tout cas, faire des achats-reventes, de résidence principale et tout doucement gravir les échelons en faisant ça. Ce qui est déjà en soi pas trop mal, mais voilà, c'est quand même bien en dessous du potentiel qu'ils pourraient, utiliser si jamais ils enchaînent les investissements. Donc non, eux ne sont pas, mentionnés. Je vais continuer donc avec les deuxièmes meilleurs investisseurs. Alors vous allez voir, c'est plus maintenant des catégories professionnelles, mais plutôt des états d'esprit spécifiques qui se dégagent et donc en deuxième, j'ai donc nommé les débrouillards hors système. Alors, je pense par exemple à Mathieu Jamois, à, Julien Calamotte, à, ah là là, je saurais pas te dire, j'aurais dû regarder les personnes que j'ai interviewées qui sont dans ce schéma-là. Mais en fait, pour moi, ce sont les personnes qui, en tout cas, ne se sont pas retrouvées dans le système classique et donc, à un moment donné,
sont sortis du système et ont commencé à penser en dehors de la boîte. Je pense moi-même que, je me mets un petit peu dans cette catégorie parce que même si, je suis rentrée à un moment donné dans le système, j'ai toujours su que le système n'était pas fait pour moi et que je voulais sortir du système. En tout cas, c'est un peu un côté rebelle de se dire: «Bah, moi, je vais pas faire comme tout le monde, je vais pas avoir de chef, je vais faire les choses par moi-même, à ma façon» et c'est ce qui fait que, bah, tu te lances dans les investissements avec une envie de ne pas faire comme tout le monde et de te dire, «Bah, vas-y, je suis un peu rebelle, je vais réussir à faire mieux que les autres et différemment et l'immobilier, je sais qu'il y a un truc à faire là-dedans». Donc voilà, ça peut très bien être des personnes qui ont fait des bonnes études, comme des personnes qui ont fait de moins bonnes études, peu importe. Mais c'est cet état d'esprit de ouais, ok, les règles et ce qu'on veut m'imposer dans la vie, c'est une chose, mais en fait, finalement, moi, je suis un peu rebelle dans l'âme et je vais faire autrement. Donc ça, pour moi, c'est la catégorie numéro 2 qui fait que, en tout cas, ça peut générer des investissements particulièrement intéressants quand on a cet état d'esprit à pas être du genre à vouloir demander la permission et de vouloir faire comme tout le monde, bah, comme tu te libères un peu de tes chaînes, qu'on essaye de t'imposer indirectement ou volontairement ou involontairement, peu importe, bah, en fait, tu réussis finalement à sortir des sentiers battus, à réfléchir par toi-même, à te dire: «Bah, attends, moi j'ai envie de comprendre moi-même les investissements que je fais, j'ai pas envie de faire confiance à quelqu'un, à un conseiller en gestion de patrimoine ou, j'en sais rien, un ami ou un banquier qui me dit: «Faut faire ci, faut faire ça». Non, moi, je veux vraiment comprendre par moi-même. J'ai cette, voilà, cette indépendance d'esprit qui fait que, bah, finalement, tu as une opportunité, en tout cas, pour bien faire les choses. Je dis pas que c'est garanti, parce que tu peux tout à fait aussi, voilà, suivre un mauvais raisonnement et donc, t'embourber dans des investissements qui seraient peut-être pas forcément malins. Mais en tout cas, tu as cette chance en plus que les autres parce que tu as cette envie, de tenter différemment et de vivre différemment et donc pas faire comme tout le monde. Donc ça, ce sont vraiment les deuxièmes. Et ensuite, et ça c'est super important et moi je m'en rends compte, le troisième profil type, je les nomme les personnes qui ont touché le fond. Alors je sais, c'est un peu bizarre, comme expression, c'est peut-être, aussi un peu exagéré, mais je me rends compte vraiment que, en fait, s'il y a pas un moment donné, en tout cas pour cette catégorie de personnes, et je me rends compte que c'est ce qui les réveille, un moment donné dans leur vie qui est particulièrement difficile. Ça peut être un burn-out ou en tout cas un proche burn-out, je sais pas, une entreprise, un licenciement, un décès dans la famille, un décès d'un collègue, en tout cas un événement dramatique qui d'un seul coup nous fait réaliser que le modèle dans lequel on est n'est pas viable et donc il va falloir qu'on se bouge pour trouver des solutions par soi-même. Et ça, c'est quelque chose, vous allez le voir dans les interviews, dans les personnes que j'interviewe, il y a souvent des déclics comme ça qui sont très puissants. Alors pas tous, hein, mais il y a des déclics puissants. Ça peut être voilà, le décès d'un proche, hem, le voilà, le fait d'être licencié ou je sais pas, je discutais avec quelqu'un récemment, qui a intégré le club et qui a eu un collègue jeune qui est décédé et qui s'est fait remplacer au bout de 2 semaines et qui s'est rendu compte qu'en réalité, en fait, bah, elle est pas si indispensable dans l'entreprise et que compter sur sa boîte, ben, finalement, on est entre guillemets «que des pions». Bon, après, c'est peut-être un peu pessimiste, hein, j'aime pas trop parler de façon trop pessimiste, mais voilà, qui réalise d'un seul coup que, bah, en fait, ma vie, je veux faire plus que ça et c'est triste parce que les gens, souvent, ont besoin de passer par un moment très difficile, ça peut même être une maladie. Enfin, ils ont besoin de passer par là pour d'un seul coup avoir le sursaut de: «Attends, mais en fait, finalement, je veux faire les choses différemment et donc maintenant, je vais faire les choses, sérieusement dans mes investissements parce que je veux moi-même prendre mes finances en main». Voilà pour la troisième catégorie. Je sais pas si jamais ça vous parle ce que je vous dis. Je vais récapituler rapidement. La première catégorie parmi les meilleurs investisseurs, ce sont les militaires parce que voilà, leur configuration, de carrière fait que, bah, voilà, c'est l'investissement immobilier leur, paraît, en tout cas statistiquement de ce que j'observe, plus évident que les autres. Ensuite, il y a les débrouillards un peu hors système qui
ont cette envie de construire les choses par eux-mêmes et ne suivent pas forcément les codes et ont décidé de réussir dans la vie, même s'ils ne rentrent pas dans les schémas classiques. Et enfin, ceux qui touchent le fond ou qui ont touché le fond ou qui ont en tout cas pris conscience que le risque de ne rien faire est en réalité énorme et qu'ils doivent prendre leurs investissements en main pour avancer. Voilà, juste avant de conclure l'épisode, j'ai envie de remercier Eric qui a laissé un commentaire parce que oui, les commentaires, je les lis tous, je les adore et je vous remercie 1000 fois pour tous ceux qui prennent le temps de le faire. Sachez donc que pour les commentaires, il y a 2 façons de faire. Soit vous écoutez sur Apple Podcast et dans ce cas-là, vous pouvez scroller un petit peu quand vous êtes sur le podcast et écrire directement le commentaire. Donc par exemple, Eric l'a fait sur Apple Podcast. Il m'avait écrit en novembre, alors je sais, je suis un petit peu lente et je n'étais même pas sûre d'avoir lu déjà ce commentaire. Il m'avait écrit: juste génial, félicitations pour votre parcours et encore merci pour tous vos conseils. Merci Eric d'avoir pris le temps. En plus, il m'a mis une note de 5 étoiles, donc allez-y si jamais vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, l'autre façon de faire des commentaires, c'est que si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez également mettre un commentaire. Mais par contre, les commentaires sur Spotify sont uniquement accrochés à un épisode donné. Donc, vous pouvez très bien mettre un commentaire, par exemple, pour cet épisode en particulier, si jamais vous avez d'autres idées de profils de meilleurs investisseurs que vous avez en tête, que j'ai peut-être oublié. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur Spotify pour me partager directement en dessous de cet épisode. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!